Bonsoir chère communauté, je suis ravie de vous retrouver sur une Vibra conférence en compagnie de Jocelyn Morisson et je suis ravie de t'accueillir ce soir Jocelyn. Bonsoir. Bonsoir Sana, bonsoir à tous. C'est un plaisir de t'accueillir, un plaisir de se connecter avec la communauté, parler de science, de spiritualité, de psychokinèse, de parapsychologie. On va parler de tout ça, on va surtout parler de ton ouvrage. Celui-là que je montre en tout début de Vibra Conférence, que je vous invite à vous procurer, Comment l'esprit agit sur la matière. Moi, personnellement, je l'ai lu et ça a été vraiment, c'est pas une révélation, mais ça a été vraiment, pour moi, le ressenti d'une cohérence complète avec tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Je ne vais pas en dire plus. J'aimerais avant qu'on puisse te connaître un petit peu plus pour les personnes qui arrivent tranquillement sur ce direct. Qui tu es, quel est ton objectif aujourd'hui, pourquoi cet ouvrage? Eh bien, écoute, moi je suis journaliste de formation scientifique à la base, et ça fait une petite trentaine d'années que je bosse comme journaliste. Et au départ, j'étais dans la presse professionnelle du monde de la santé, donc la presse très mainstream. Médecine, pharma, hôpital, nanani, donc c'est un milieu que je connais bien. Et puis par intérêt personnel et par des rencontres, des lectures, etc., je me suis intéressé à des sujets qu'on qualifie aujourd'hui d'alternatifs, de spirituels. Le point de départ, c'était les états modifiés de conscience, en fait, qui m'ont attiré. J'ai lu un livre sur les expériences de mort imminente. Et ça a réveillé des souvenirs en moi qui remontaient à l'enfance, avec des états d'expansion de conscience que j'avais vécu, des rêves très particuliers, voilà. Et du coup, je me suis passionné pour ces questions-là depuis, et j'ai jamais arrêté de creuser. Et j'ai commencé à bosser, du coup, assez vite aussi sur ces sujets-là, comme journaliste aussi. Au départ, dans une association, en l'occurrence l'association Yands. J'écrivais pour la revue de l'association Yands, donc qui était l'association qui s'intéressait aux expériences de mort imminente, qui était l'antenne française donc de cette association américaine. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser pour une revue qui s'appelait Nouvelle Clé. J'ai fait quelques papiers pour à l'époque des VSD hors série qui s'intéressaient aussi à ça. Et puis voilà, Nexus, Inexploré, après qui est arrivé sur le marché aussi. Donc j'ai travaillé pour toutes ces revues-là. Et malgré moi, si tu veux, je me suis un peu spécialisé, quoi, à force de m'intéresser à tous ces sujets, la parapsychologie. Enfin, quand j'ai quitté Paris pour Toulouse aussi entre-temps, à l'époque quand même. Et à Toulouse, j'ai rencontré un peu un mentor, on va dire, sur ces sujets, qui était Yves Lignon, qui nous a quittés il y a quelques années, là, enfin, c'est récent. Et lui m'a initié à ce qu'on appelle la parapsychologie scientifique, donc la voyance, en l'occurrence, la perception extrasensorielle en général, la télépathie, tout ça. Et puis, donc, ce qu'on appelle aussi la psychokinèse. Et la psychokinèse, donc, ça m'a aussi, bien sûr, tout de suite fasciné. Et la psychokinèse, c'est l'action de l'esprit sur la matière. Et donc, ça fait que c'est un des sujets qui me passionne depuis longtemps. Et donc, j'ai beaucoup de documentation là-dessus. Et quand ce projet a commencé à émerger avec Antoine Sénanque, donc qui lui est médecin, neurologue, et qui est passionné aussi par l'action de l'esprit sur la matière, mais lui plus en tant que médecin, donc sous l'angle guérison, on va dire, guérison inexpliquée. Je le connaissais déjà, mais une amie commune nous a proposé de travailler sur un projet de livre ensemble. Et effectivement, j'ai dit, moi, ça m'intéresse parce que j'ai plein de docs, ça me passionne. Et effectivement, le lien entre la psychokinèse, c'est-à-dire l'action de l'esprit sur la matière à partir des tables tournantes, Tordeur voilà, de métal. des tordeurs de métal, et jusqu'à la partie guérison inexpliquée, jusqu'aux guérisons de Lourdes. J'ai trouvé que ça faisait sens et qu'il y avait une espèce de cohérence, un fil rouge. Donc on a décidé de travailler comme ça sur ces deux parties-là, une partie vraiment psychokinèse et une partie plutôt guérison. Et il nous semble qu'il y a un lien relativement logique, en fait, pour passer d'un domaine à l'autre. Et voilà. Et aujourd'hui, pour compléter, pardon, je pourrais. Voilà, j'ai fait
une quinzaine de livres, hein, comme auteur ou co-auteur. J'en Mmh. ai traduit aussi de l'anglais à peu près une quinzaine. OK. J'ai bossé donc pour plein de revues et aujourd'hui je suis rédacteur en chef d'une revue spécialisée sur les peuples racines, qui s'appelle Mmh. Native, Native au pluriel. Et donc ça fait 4 ans là qu'on a cette revue qui est une revue trimestrielle dans laquelle on parle des peuples autochtones du monde, et donc on parle de chamanisme, on parle de spiritualité, on parle d'écologie, on parle de plein de choses qui concernent les peuples racines, Mmh. aussi des aspects sociaux, politiques, etc. Mmh. Et c'est passionnant, quoi. J'apprends aussi toujours plein de choses en travaillant sur cette revue-là. Ah, merci. Voilà. Merci Jocelyn pour cette, présentation et très très étayée aussi et du coup, effectivement l'invitation, de travailler avec Antoine, Sénanque et au-delà de vouloir un peu, combiner vos connaissances, moi quand je lis vraiment le livre et le bouquin, il y a vraiment un livre qui est d'utilité publique parce qu'il est à la fois il nous permet, de nous faire le lien et ça on c'est très bien expliqué, le lien entre spiritualité et science, comment ces 2 entités ne sont pas du tout antinomiques, bien au contraire, elles travaillent de concert et plus elles travaillent de concert, plus l'effet est positif et puis de nous dire qu'on est vraiment capable, qu'on est vraiment une machine et une belle puissance, on a une belle puissance en nous, quoi. Ça, c'est hyper fort. Bah, oui, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses qu'on ignore et on vit un peu dans l'illusion que la science sait presque tout de la nature et de l'homme, alors que peut-être que la réalité, c'est qu'elle sait presque rien. Tu vois, C'est ça. on n'a pas le moyen de mesurer ce qu'on ignore. Et probablement, de mon point de vue, que ce qu'on ignore est beaucoup plus vaste que ce qu'on connaît. Et pourtant, ce qu'on connaît, c'est déjà beaucoup, hein. Et moi, je rejette pas Mmh. la science, au contraire. Et dans le livre, on rejette pas non plus la médecine conventionnelle. On dit que la médecine doit évoluer et réintégrer peut-être des paradigmes qu'elle a laissés de côté au fil de l'histoire et qui C'est sont ça. pas et qui sont toujours présents dans d'autres regards sur le soin, notamment en Asie, Mmh. en Inde et chez les peuples autochtones justement aussi, quoi, où il y a la dimension chamanique, enfin chez les hommes médecine, la médecine, c'est aussi la spiritualité. Tout ça, ça forme un tout. La connaissance, la philosophie, la science, chez les peuples racines, c'est un seul et même domaine, quoi. C'est pas plusieurs domaines. Et nous, occidentaux, on a séparé, on a Mmh. cloisonné les Mmh. choses, Mmh. et c'est au détriment, bah voilà, d'une vision globale et Mmh. holistique, comme on dit, de l'être humain, Mmh. qui fait qu'on a perdu de vue beaucoup de choses euh, qui seraient très très utiles de réintégrer dans notre vision des choses. Complètement, complètement. Tu parlais de séparation et c'est vraiment ça, ouais, c'est ce que ça cet ouvrage invite justement à l'union. C'est ce qu'effectivement on fait souvent, cet ouvrage fait souvent, hem, rappelle la dichotomie qu'on fait souvent entre le corps et l'esprit, le corps ou tout simplement l'esprit et la matière, Mmh. entre le sens et le spirituel, on l'a dit tout à l'heure et ce livre justement, il permet justement, je trouve, à ramener, coller ces choses et à leur di se dire que vraiment ce sont, 2 éléments complémentaires et aujourd'hui, c'est de la question aussi que je me demandais, c'est pourquoi le monde moderne, par exemple, s'est forgé, sur le divorce entre la matière et l'esprit? Pourquoi, à ton avis, on fait ces séparations? Pourquoi ces dichotomies ont été, installées et aujourd'hui elles le sont encore plus? Alors, en fait, la distinction, le dualisme, hein, comme on dit, entre Oui, esprit et matière, entre conscience, cerveau, et aussi entre nature et culture, il y a plein de dualismes comme ça. Tout ça, tout à fait, ouais. on le doit à Descartes. C'est Descartes qui nous a Le mis fameux là-dedans, ergo on va sum, dire. ergo sum. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes chez Descartes. D'ailleurs, et c'est plus aux cartésiens eux-mêmes qu'à Descartes Ouais. qu'on doit ces séparations-là, parce que Descartes était quelqu'un de très croyant, et pour lui, donc, esprit et matière étaient deux choses distinctes, hein. Il parlait d'une substance, de deux substances différentes, la chose étendue et la chose pensante, mais pour lui, ces deux aspects étaient en fait les manifestations d'une seule et même source, d'une seule et même réalité, parce qu'il était très Mmh, croyant, il croyait en Dieu, et mmh, donc il a donné naissance en tout cas à ce dualisme-là, mmh esprit-matière, mh, mais en quelque sorte à son corps défendant, on pourrait dire, parce que lui-même
considérait que c'était deux manifestations d'une seule et même chose, en fait, deux aspects Mmh. d'une Mmh. seule et même chose. Et aujourd'hui, on a des courants en philosophie qui reviennent là-dessus et qui nous disent, oui, il y a une seule source, il y a une seule énergie fondamentale de vie qui prend l'aspect de la matière d'une part et de la conscience, de l'esprit d'autre part. Donc c'est des réflexions qui sont encore très actuelles. En fait, dans ce livre-là, avec Antoine, on n'a pas voulu faire une réflexion philosophique vraiment Non, du profonde tout. Mmh. pour aller vraiment au fond des choses. Ça se fait, hein, c'est intéressant. Par ailleurs, on renvoie à des travaux qui font ça. On a voulu faire un livre très accessible, très, très simple, Mmh. même s'il y a beaucoup d'informations, en donnant surtout des exemples, en fait, en donnant des exemples à la fois historiques Mmh. et plus contemporain, pour montrer comment l'esprit agit sur la matière. Mais on n'explique pas, en quelque sorte, comment l'esprit agit sur la matière, même si on le sous-entend d'une certaine manière, parce qu'effectivement, la meilleure explication, ça serait que esprit et matière ne sont pas deux choses distinctes. Ce sont deux aspects d'une même chose. Alors ça, c'est peut-être difficile à entendre pour certains, Mmh. mais je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de chercheurs qui vont vers cette interprétation des choses, quoi. La Mmh. matière, c'est de la conscience condensée, en quelque sorte, cristallisée, hein, Mmh. et voilà, et la conscience, c'est de la matière éthérée. Mais c'est la même chose, c'est simplement deux aspects, encore une fois, d'une même chose fondamentale. Mmh. Merci Jocelyn. Alors quand on rentre encore un peu dans le détail un peu du livre, tu commences par nous parler du domaine de la parapsychologie. On l'a quelque peu brièvement défini, mais pour les personnes qui arrivent là, qui nous suivent, est-ce que tu pourrais peut-être nous reparler un petit peu, de cette définition peut-être un peu plus complète de ce qu'est la parapsychologie et tout ce qu'elle recouvre en fait, pour qu'ensuite on puisse aller à une prochaine question parce que justement j'ai une question autour de tout ça derrière. Alors, ce qu'on appelle parapsychologie, c'est le mot moderne, en fait, pour décrire toute une série de phénomènes on appelait avant ce domaine-là, on appelait métapsychique. C'était Mmh. au-delà justement de ce que la science pouvait décrire en quelque sorte. Mmh. Donc la parapsychologie, en gros, il y a deux grands domaines. C'est justement, d'une part, la perception extrasensorielle, donc la Mmh. capacité à accéder à des informations sans recourir aux sens ordinaires, nos cinq sens ordinaires, Mmh. hein, qui sont, je le rappelle quand même, la vue, l'audition, l'odorat et le goût, qui sont en fait un seul et même sens, et puis le sens du toucher, hein, et Mmh. au-delà de ces 5 sens, on aura un sixième sens, un septième sens même d'après certains, qui nous permet d'avoir des expériences de télépathie, d'avoir des expériences de voyance et d'avoir des expériences comme ça qu'on appelle donc de perception extrasensorielle, qui sont Mmh. aussi des expériences par exemple de perception de synchronicité, d'être sensible à des Mmh. intuitions très La fortes. médiumnité aussi. La médiumnité, bien sûr, qui est Mmh. encore quasiment un domaine à part entière. Ça, c'est ce qu'on va appeler perception extrasensorielle. Et l'autre grand domaine, justement, c'est la psychokinèse. Alors là, on va distinguer dans la psychokinèse, donc ce qui veut dire, hein, kinèse, donc c'est mouvement, et psycho, c'est esprit. Donc c'est l'action c'est l'action de l'esprit sur la matière, mais Mmh. on distingue la macro-psychokinèse, donc à grande échelle, c'est-à-dire à notre échelle, à nous, en fait, c'est-à-dire des gens, donc par exemple, qui sont capables de faire tourner des guéridons, comme on le décrit, et ça se faisait beaucoup au 19e siècle, donc tourner les tables, ou effectivement des tordeurs de métal, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Là, Mmh. c'est plus près de nous, Mmh. mais on avait des gens qui étaient capables de faire des lévitations aussi, hein, et ça, Oui, juste on rapporte des cas célèbres un prêtre. qui sont super impressionnants. Voilà, Ouais. il y avait des manifestations comme ça dans le monde religieux, mais pas uniquement aussi, dans le monde Mmh. laïque aussi. Oui. Et voilà, tout ça, ça fait partie de la macro-psychokinèse, c'est-à-dire c'est des choses qu'on voit à l'œil nu, en fait. On Mmh. est capable d'observer à l'œil nu, et on va appeler micro-psychokinèse l'action de l'esprit sur la matière à l'échelle microscopique, où là, on va décrire l'action que peuvent avoir des gens par l'intention, par la volonté donc, sur des systèmes microscopiques qui peuvent être des machines électroniques, des générateurs de nombres aléatoires, par exemple, des machines qui produisent du hasard. Donc ça, on en parle pas mal parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences aux Mmh mh. États-Unis là-dessus. Et Mmh. puis, voilà, d'autres actions comme ça sur la matière à l'échelle atomique, quoi, à l'échelle atomique ou moléculaire. Bon, voilà, en tout cas, des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et là, Oui.
là, on parle de micropsychokinèse. Il y a encore un Et la troisième bio, domaine, la c'est la bio. biopsychokinèse, exactement, qui est l'action de l'esprit, là, cette fois-ci, sur la matière Waouh, vivante. Et c'est trop là, fort. on agit sur les plantes, on agit éventuellement sur les animaux, et on y vient donc, on agit sur le corps, et à commencer par son propre corps. Mmh. Donc ça, on peut aussi dire que ça rejoint l'action des guérisseurs, les guérisseurs qui agissent sans toucher, donc par l'imposition des mains, ils agissent par l'intention aussi. Et Mmh. puis ça concerne aussi les guérisons, les phénomènes d'auto-guérison, les guérisons spontanées, les guérisons inexpliquées, jusqu'aux guérisons miraculeuses, on va dire. Donc tout ça, c'est ce qu'on couvre dans la deuxième Mmh. partie du livre. Mais biopsychokinèse, ouais, c'est l'action de l'esprit sur la matière. Et il y a eu aussi, voilà, des expériences comme ça qui ont été faites sur des cellules vivantes, de plantes ou des cellules animales, quoi. Tout ça, c'est la Oui, et parapsychologie. puis il y a l'ex Et c'est puis, ça, il y puis a il y a les états. l'expérience, Pardon, vas-y, vas-y. excuse-moi. Excuse-moi, il y a aussi un Non, non, autre vas-y. domaine qu'on fait rentrer dans la parapsychologie qui est tout ce qu'on appelle les états modifiés de conscience au Mmh. sens large. Tout ça, c'est un peu intriqué, hein, mais état modifié de conscience, c'est ce qu'on va appeler la transe, Ouais, et les expériences de sortie du corps, oui. qui sont un domaine qui me passionne, puisque au départ, je me suis intéressé, comme je te l'ai dit, aux expériences de Oui. mort imminente. Et Mmh. donc, c'est un sous-ensemble des expériences de mort imminente, on va dire. Mmh. Et voilà, et ça constitue une sorte de domaine à part entière aussi dans la parapsychologie, les états modifiés de conscience. Merci. Merci pour cette définition Ouais, bien claire et justement, tu parlais des expériences, je pensais à l'expérience de René Péoc, si ça se dit comme ça, Péoc, je crois. ouais, c'est C'est PEOC, c'est ça. waouh, extraordinaire, vraiment je vraiment fort, quoi. Et ça, je me pose encore la question de me dire: «Mais pourquoi aujourd'hui c'est pas mis au devant de la scène?» Et j'en reviens encore avec cette idée de pourquoi on veut cette dichotomie, ce divorce. Des fois, alors oui, on peut redonner, des causalités, historiques, mais il y a aussi, il faut le dire, des causalités, là, actuelles, qui sont liées à des financements, qui sont liées à des enfin, c'est aussi économique, je dirais. Est-ce qu'il y a Mhm. des parts de marché qui pourraient être perdues? Si aujourd'hui on avait le secret de nous-mêmes. Il y a plein de facteurs qui jouent, mais c'est intéressant que tu dises qu'effectivement, ça devrait être sur le devant de la scène, on devrait en parler. Il y a plein de raisons qui font qu'on n'en parle pas. Et c'est donc multifactoriel. Les aspects économiques, effectivement, ils jouent parce que si des choses comme ça sont possibles, effectivement, c'est un changement de paradigme complet et la médecine, on va dire pharmaceutique, allopathique, etc., elle est quelque part, elle est obsolète. Mais ça, il y a d'autres choses qui le montrent, hein, comme le phénomène de la mémoire de l'eau, par Mmh, exemple, tout à ou fait. ce qu'on a appelé aussi la biologie numérique. Tout ça, c'est des choses qui montrent que la médecine allopathique, chimique, telle qu'on la conçoit, elle doit être dépassée, on va dire. En tout Mmh. cas, PEOC, on a voulu effectivement le réhabiliter en quelque sorte, parce Mmh. que c'est un médecin généraliste, qui a fait sa thèse de médecine. Donc à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez important, d'assez audacieux aussi, et Mmh c'était une mh. grosse prise de risque pour lui. Et donc, je vais te dire quel était le sujet de sa thèse de médecine. Donc, d'ailleurs, René Péoc, donc, il nous a fait la préface du livre, hein. C'est un peu le point de départ du Oui! livre, en fait, hein. Justement, l'idée, c'était d'aller parler avec lui. Moi, j'avais fait déjà des articles à l'époque pour VSD hors série, je crois que j'avais interviewé là-dedans. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été très, très critiqué, en fait, pour ces travaux-là, quand il a pris la parole en public, donc c'était dans les années 80, je dirais 70-80, Mmh mh. quand il s'est exprimé là-dessus en public, il s'est fait laminer en fait, Mmh. il s'est fait tomber dessus par les gens qu'on appelle les sceptiques, les rationalistes, C'est ça. les matérialistes, qui sont dominants bien sûr dans la société dans laquelle on vit, on le sait, et du coup, il s'est en quelque sorte retranché dans une carrière de médecin généraliste en région. Et tu vois, je pense qu'il a souffert de ces critiques-là, parce qu'il avait fait un travail très sérieux avec vraiment des méthodes, des protocoles scientifiques tout à fait rigoureux. Et le fait qu'il ait été attaqué comme ça, je pense qu'il a certainement dû mal le vivre, Mmh. et il se retranchait dans une forme de Mmh. discrétion qui fait qu'il a Mmh. continué à s'intéresser à ça, tout en menant sa carrière un peu tranquillement, hein, disons, hein. Mais son travail était absolument fascinant, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a mis en présence de petits oiseaux, de petits poussins. Donc, il les a mis en présence d'une machine qui Mmh. était un petit robot
en fait, qui se déplaçait sur une surface plane avec donc un système de moteur électrique qui était commandé en fait par justement ce qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires. C'est-à-dire c'est une machine qui produit du hasard. Donc ces machines-là, en fait, elles simulent des lancers de dés, comme si on lançait un dé, tu vois, plusieurs milliers de fois par seconde. On est censé avoir des résultats complètement aléatoires. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a aucune influence sur ce genre de machine, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une ligne du hasard au bout d'un certain nombre de temps. Ou alors, plus qu'un lancer de dés, la bonne image, c'est peut-être plus un lancer à pile ou face, on va dire. Un lancer à pile ou face qui te donne une moitié de face, une moitié de pile. Au bout d'un grand nombre de lancers, on va dire qu'on a à peu près autant de piles que de faces. Et plus on lance, et plus les deux s'équilibrent en théorie. La logique, la théorie, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'influence sur ce genre de machine, eh bien, la machine produit une ligne qui est ce qu'on appelle la ligne du hasard. Et donc, le comportement, le déplacement de ce robot sur une surface qui était encadrée, hein, était contrôlé par ce genre de machine. Donc, le robot se déplaçait de manière complètement aléatoire. Le principe, c'est que le robot, il a un déplacement au hasard, et donc il va dans tous les sens. Sauf que en le mettant en présence de ces fameux poussins, les poussins le prennent pour sa maman, en fait. Les poussins le prennent pour leur maman, pardon. Parce qu'il y a une théorie en biologie animale qui dit qu'un poussin sorti de l'œuf, il va considérer la première chose qu'il voit bouger autour de lui comme sa maman. C'est la théorie de l'imprégnation qui est due à un biologiste s'appelait Konrad Lorenz. Et donc ça, c'est bien connu en biologie animale. Donc le poussin identifie la première chose qui va bouger autour de lui, ça peut être un humain d'ailleurs, comme étant sa maman. Et donc il va rester collé à ce truc-là. Et il va vouloir que cette présence soit constamment autour de lui, parce que ça va être rassurant pour lui. Et donc, on s'est aperçu que les poussins qui étaient mis en présence de ce robot, eh bien, étaient capables d'influencer le déplacement de ce robot, et que ce robot ne se déplaçait plus au hasard. Il se déplaçait en fonction de l'attirance, de l'attraction qu'exerçaient sur lui, donc les poussins, d'une manière inconsciente, évidemment. C'était un comportement complètement inconscient de leur part et naturel. Et donc, il a montré ça à l'aide de plusieurs expériences. Ils ont fait les calculs statistiques qu'il fallait, etc. Il a été critiqué, il a amélioré le protocole, il a affiné les choses, il a fait d'autres expériences avec des lapins aussi. Et donc, au bout du compte, il a publié tout ça sous forme de sa thèse de doctorat en médecine, si tu veux. Donc, c'était quand même énorme. Et bien sûr, il y a des gens qui ont dit c'est extraordinaire et d'autres qui ont dit c'est débile, quoi. Et résultat, le truc, c'est qu'on ne savait pas l'expliquer. Le problème de tous ces phénomènes-là, que ce soit la voyance, la télépathie, la psychokinèse, c'est que ce sont des phénomènes qu'on constate parce qu'on a plein de données et on donne plein d'exemples, d'expériences qui ont été faites dans le monde, hein, dans le bouquin, mais on n'a pas de théorie, vraiment de modèles qui permettent de comprendre comment ça peut fonctionner, sauf à devoir révolutionner justement la compréhension de la physique en disant que finalement, justement, la conscience est quelque chose qui va agir sur la matière parce que conscience et matière, encore une fois, sont de même nature, fondamentalement. D'ailleurs, c'était René Péot qui me l'avait dit à l'époque, il m'avait fait comprendre ça, il m'avait dit pour que quelqu'un puisse déplacer un objet par la pensée, ça c'est les expériences de psychokinèse classiques aussi, hein, on met un objet devant quelqu'un et il le fait déplacer simplement par l'intention, par la pensée, ou bien tordre un morceau de métal, eh bien il faut que conscience et matière soient de même nature, pour qu'il puisse y avoir une interface entre les deux. Donc voilà le genre de travaux qu'on a. On a beaucoup de travaux qui montrent les phénomènes, mais on a peu de travaux théoriques qui permettent de comprendre comment ça fonctionne. Donc on en est toujours là aujourd'hui, et on a des tentatives, on a plein de chercheurs qui s'y intéressent, mais ça suppose une vraie révolution en physique, en particulier pour comprendre comment ça peut fonctionner. Et il faut que dans la physique, on intègre le paramètre conscience, justement, pour que cette influence soit prise en compte, quoi. Il faut ça rentre dans l'équation, en quelque sorte. Et oui, et surtout que ça fait quand même, là on parle de ces études aujourd'hui, mais depuis tout temps, et c'est ça où votre travail, il y a un vrai travail de fond, c'est que c'est depuis tout temps qu'on observe ce genre de choses. Quand tu parlais de lévitation, quand tu parlais de magnétisme de table tournante, toutes ces choses, ces expériences sont
déjà expliqués dans l'histoire. Et ce ne sont pas des exemples comme ça sortis du chapeau, ce sont des gens qui ont vraiment existé. On parle même de Victor Hugo qui a sollicité donc là, quelqu'un de médium pour pouvoir parler avec sa fille. Donc, ça date pas, quoi, c'est pas nouveau. Ouais. À travers l'histoire, on a tout un tas de manifestations comme ça. Pour ce qui est, en tout cas, des guérisons, des guérisseurs, l'action des guérisseurs, on va y revenir parce que c'est une partie importante de notre bouquin. Le magnétisme, donc les coupeurs de feu, etc. On voit bien que ça revient, que c'est toujours là, en tout cas, que ça revient un petit peu en grâce chez nous. Tout ce qui va être action sur la matière sous forme de table tournante, sous forme de lévitation, de choses comme ça, c'est des témoignages plus contemporain, on peut dire que ça date plutôt à partir du 17, 18e, 19e siècle. Donc c'est ancien, mais c'est quand même relativement proche de nous. Et voilà, donc on a des témoignages par centaines, par milliers de choses comme ça qui remontent plus ou moins loin, quoi. C'est-à-dire que plus ça remonte à loin et moins c'est fiable en quelque sorte. En tout cas pour certaines personnes, plus c'est lointain et moins c'est recevable d'une certaine manière. Mais le fait est que oui, il y a des témoignages comme ça depuis toujours. Nous, en Occident, on a évacué ça. Il faut bien dire que dans d'autres visions du monde, notamment, donc je fais souvent référence aux visions asiatiques et de la médecine chinoise, la médecine indienne aussi, considèrent ces influences subtiles comme étant une réalité. Ils nous parlent du qi, donc le qi dans la médecine chinoise ou le prana dans la médecine indienne sont des choses qui sont considérées comme étant réelles, quoi, alors que pour nous, ça n'existe pas dans notre vision occidentale des choses. Or, justement, c'est lié, en fait, parce que je donne un exemple, d'ailleurs, dans le bouquin, de recherches récentes qui ont été faites sur quelqu'un qui a la capacité à faire bouger les objets. Eh bien, c'est aussi un maître d'arts martiaux, des Chinois, comme par hasard. Donc, en fait, lui, il dit qu'il agit grâce au chi. Et le chi, c'est à la fois, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en Occident, en fait. Le chi, dans les arts martiaux, on parle de qigong, on parle de tai chi chuan. Donc, c'est le chi qui est dans ces mots-là. Hein. Et on traduit ça souvent par énergie, simplement. Et on fait une espèce d'équivalence avec l'énergie au sens physique, comme nous, on connaît ici en Occident. Or, c'est pas tout à fait le même concept que le concept d'énergie, en fait, le chi. C'est à la fois une énergie vitale, quelque chose qui est dans le domaine de la matière, mais c'est aussi quelque chose qui est lié à l'intention, justement, donc qui est lié au psychisme. Donc, c'est quelque chose qui, justement, a l'interface, qui fait l'interface entre le psychisme, donc la conscience, l'esprit, hein, tout ça, c'est des mots qui sont un peu équivalents, et la matière. Donc, le concept de chi ou de prana, ce sont des choses qui sont un peu plus subtiles que simplement dire c'est de l'énergie. Il y a aussi un concept proche dans les visions du monde polynésiennes, par exemple, qu'on appelle le mana. Le mana, c'est aussi une espèce d'énergie vitale qui est liée aussi au psychisme et qui est aussi, quelque part, un esprit des lieux. Enfin, tu vois, il y a plein de notions comme ça. Et ce qui fait que pour nous, tout ça, c'est très exotique, quoi. En fait, on a vraiment du mal à comprendre ce que ça veut dire. Et pourtant, tu vois, aujourd'hui, il y a une partie de ces pratiques-là, la médecine ayurvédique, peut-être pas trop, je sais pas, mais la médecine chinoise, il y a certaines pratiques qu'on accepte, qu'on reconnaît en Occident comme étant efficaces, comme l'acupuncture, par exemple. La réflexologie. Voilà, mais ou shiatsu, etc. Mais si on dit l'acupuncture c'est efficace, effectivement, ben, il faut prendre toute la vision du monde qui va avec, les méridiens et le chi qui circule dans les méridiens. Et si c'est le prana, ça va être les nadis. Donc c'est la même chose que les méridiens. Grosso modo, il y a des différences, hein, parce que c'est aussi des contextes culturels différents. Mais médecine indienne et médecine chinoise, il y a aussi quand même beaucoup de recoupements, de parenté. Et donc on peut pas accepter, par exemple, que l'acupuncture puisse être efficace sur l'arrêt du tabac si on considère, si on ne prend pas avec la notion de chi, la notion de méridien et tous ces aspects, toute cette anatomie subtile, comme on dit, tu vois. Ouais, Donc, et puis holistique. Exactement. Je Donc, disais tout à l'heure. en Occident, on a évacué toute cette partie-là, tout ce qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas avoir soit à l'œil nu, soit grâce à nos machines qui sont juste des prolongements de nos yeux et de nos sens, eh bien, on considère que ça n'existe pas. Or,
Bien sûr que si, que ça existe. La preuve, quoi, c'est que ça aurait disparu depuis des millénaires si ça n'avait pas de réalité, ça, on n'en parlerait plus, quoi, depuis longtemps. Exactement, exactement. Complètement, je suis entièrement, OK avec ça, Jocelyn, et justement, je me posais la question de pourquoi justement on est sur ce refus, ce refus, ce refus, et quand on a des indices dans le livre, hein, que tu proposes. C'est moi ce que j'en ai peut-être déduit, et tu pourras me dire ce que tu en penses, c'est, à la fois, c'est tes idées de peur, en fait. C'est la peur. La peur de quand, bien sûr, la religion chrétienne a dit: «Bah, voilà, tout ce qui est pas de l'ordre de comme ci ou comme ça, c'est la peur, c'est le diable», tout ce qu'on voit pas. Et puis après, il y a eu même dans le laïque, tout ce qu'on sait pas, et même dans la science, il y a une forme de peur. Moi, je dirais qu'il y a l'idée de peur qui nourrit et qui empêche, de faire vraiment installer tout ça. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est pareil, c'est multifactoriel aussi, il y a plusieurs raisons. Donc, d'une part, la science a rejeté tout ce qui était spirituel, subtil, invisible, parce qu'elle ne pouvait pas l'objectiver. Elle voulait, la science, son projet, c'était d'arriver à une vision objective du monde, c'est-à-dire une vision qui soit la même pour tout le monde, en fait. Tout le monde Mmh. doit voir la même chose. Et Mmh. ça, c'est ce qu'on appelle l'objectivité, quoi. Or, Mmh. l'objectivité, c'est un leurre, en fait, parce que chacun, en Bien fait, sûr, voit le monde à travers sa propre subjectivité, et c'est valable tout à pour fait. tout, en fait, et y compris dans la médecine, dans les soins, et même un scientifique dans son laboratoire, il fait appel à sa propre subjectivité, à sa propre conscience pour observer des résultats d'expérience. Donc ça, on en revient largement de cette notion d'objectivité. Et il y a les gens qui font de la recherche en physique quantique disent l'objectivité, ça n'existe pas en Ça réalité. n'existe pas. Bon, ça c'est une première chose. Et puis effectivement, de l'autre côté, tu avais la religion qui disait tout ce qui n'est pas validé par nous, c'est diabolique. Grosso modo, donc il faut pas le faire. C'est l'action de Satan ou c'est l'action d'esprits mauvais. Donc nous, on ne valide que certaines choses. C'est pour ça que d'ailleurs les guérisons miraculeuses sont reconnues vraiment au compte-gouttes dans la Mmh. religion catholique. Hein, Mmh. il y a eu 77 guérisons miraculeuses à Lourdes, Mmh. validées Mmh. validé par, Mmh. par l'Église, Mmh. heu, parce que, ces guérisons-là, en réalité, il y en a eu des Mmh. milliers de guérisons, à Lourdes, Mmh. sauf que, la procédure pour la validation, elle est hyper longue, hyper dure, avec un bureau, médical très, 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 très sérieux qui fait une enquête pendant des années, et D'accord. au bout du compte, effectivement, ce sont les autorités, religieuses, ecclésiastiques qui valident Mmh. la guérison comme étant miraculeuse. Mais ils n'ont pas voulu valider à tour de bras des tas de guérisons parce que justement, ils voulaient simplement, ils voulaient pas qu'on dise que les religions croyaient à n'importe quoi et étaient prêtes à dire que Mmh. tout Mmh. était, on pouvait tout guérir simplement par la foi, quoi, en fait. Mmh. Ouais. C'était pour se légitimer Mmh. comme voilà, entreprise sérieuse entre guillemets qu'on ne Mmh. reconnaît pas plus de guérisons que ça. Mais pour le, Mmh. pour le coup, les quelques guérisons qui sont reconnues, elles, on peut dire qu'elles sont extraordinaires. Mmh. Parce Bien sûr, qu'effectivement, elles ont fait l'objet d'une enquête très très poussée, quoi. très poussé, hein, tout à Donc fait. il y a à la Ouais, fois ouais. le côté matérialiste, tu vois, la Mmh mh. science qui dit il n'y a que la matière de toute façon, Mmh mh. on veut avoir une vision objective des choses et la seule chose qui est objective, c'est la matière. Mmh mh. Donc la conscience, c'est un épiphénomène, l'esprit, c'est quelque chose qui émerge de l'activité du cerveau, c'est ça. Donc il n'y a que la vraie réalité, la réalité fondamentale, c'est la matière. Donc ça, c'est le point de vue de la science, grosso modo, dominant. Et puis de l'autre côté, la religion qui a voulu s'accaparer un certain nombre de choses surnaturelles et qui en a rejeté aussi beaucoup justement pour en quelque sorte être accepté aussi par le monde Mmh. matérialiste pour Mmh mh continuer à mh. exister dans ce monde Oui, bah, ultra oui. matérialiste, quoi, tu vois? Donc il y a des influences comme ça croisées, subtiles, extrêmement, extrêmement Mais c'est complexes, quoi. ça. C'est ça qu'on lit vraiment pas mal dans les livres, et en effet, et en même temps, c'est tout, c'est tout intéressant parce qu'en effet, il y a un aspect, tu disais tout à l'heure, très, critique sur les guérisons. On va venir essayer de trouver tout un protocole, et en même temps, hem, on a aussi des espaces, il faut le dire, un peu plus, noirs. Il y a des choses qui arrivent, il y a des entités, il y a des choses qui sont pas forcément très, positives, on va dire, pour pas rentrer dans une forme de dualisme, mais j'ai pas d'autres termes. Mmh mh. Donc il y a une manière aussi de se dire, de se protéger du mal, ou de se protéger de certaines, entités. Hem, donc, et aujourd'hui aussi, peut-être que la science se dit: «Beh, si on lâche notre côté, comment dire? Rustre là, c'est la porte ouverte à d'autres choses,
pas très cool. La science craint par-dessus tout un retour de l'irrationnel, en fait. On dit la raison, la rationalité, c'est indépassable. Donc Ouais. on exclut tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de tout ce qui est de l'ordre des ressentis subtils, de la présence d'esprit autour de nous, de la communication avec les défunts, tout ça, c'est pas rationalisable. Même une synchronicité, même un rêve, c'est pas la réalité, etc. Mmh. Alors qu'on sait qu'on peut avoir des informations à travers les rêves, toutes les traditions nous le disent. Tout à fait. Alors il y a plein de choses hyper intéressantes dans les religions, notamment dans le soufisme. Il y a cette notion d'un espace intermédiaire entre le réel et ce qui n'est pas réel, et qui est le monde du rêve. Et le monde du rêve, ça a donné lieu à des développements après en philosophie super intéressants, mais ça vient du soufisme, en fait. Il y a cette OK. réalité dans laquelle le rêve est une réalité intermédiaire entre le monde sensible et le monde des idées, le monde intelligible. C'est quelque chose qui est Mmh. entre les deux. Et nous, Mmh. la science, surtout qui s'est fondée sur Aristote, on n'a pas de quelque chose qui est entre les deux. C'est pas possible. Soit c'est Mmh. comme ci, soit c'est comme ça. Ça nous vient de la logique d'Aristote. Donc c'est de deux choses l'une, quoi. Une porte, elle est ouverte ou fermée. Elle peut pas. Mmh. Alors qu'on sait bien que les choses sont pas blanc ou noir. Il y a tout un arc-en-ciel de choses. Il y a toute une palette de nuances qui sont difficilement pensables, en fait, par la science moderne. La science a peur de ça. Mmh. La science a peur d'un retour de l'irrationnel qui est lié justement au religieux, à la croyance, quoi. Et donc elle veut à Mmh. tout prix évacuer ça. Donc c'est pour ça que ces phénomènes-là, ils sont vraiment étudiés avec des pincettes, ils sont regardés avec beaucoup de méfiance, beaucoup de suspicion par la plupart des scientifiques. Et la seule chose qui fait que certains prennent ça au sérieux, eh ben, c'est parce qu'ils ont vécu eux-mêmes des expériences. C'est la C'est seule ça, chose. Les scientifiques qui ont vécu eux-mêmes c'est ça. une sortie de corps, une synchronicité extraordinaire, en Ouais. général, Et NDE. c'est pas une seule, une EMDE, expérience de mort imminente, Voilà. voilà, ou un contact avec un défunt, et ben Mmh. là, ils disent: «Ah oui, merde, il s'est passé quelque chose». C'est Heu ça. et là, à partir de là, ils commencent à prendre ça au sérieux. J'ai rencontré un médecin anesthésiste réanimateur récemment, il y a quelques mois, qui me dit que dans sa chambre d'hôtel, alors qu'il était à Hong Kong en train de faire une formation en médecine chinoise, donc ça veut dire qu'il était déjà ouvert Mmh. à la dimension énergétique, disons, de la médecine. Et ben, Ouais. il y a sa grand-mère qui lui est apparue dans sa chambre, sa grand-mère Waouh. décédée, qui lui est apparue dans sa chambre en 3 dimensions. Le gars, c'est un médecin super sérieux dans un hôpital, et il dit: «Ma grand-mère était là devant moi, et c'était ma grand-mère que j'adorais, et cetera, et j'ai pu lui caresser les cheveux comme je le faisais quand j'étais petit, et c'était quelque chose de magique pour moi». Et sa grand-mère lui a dit: «Il faut que tu t'ouvres à la spiritualité, pas seulement à l'énergétique, mais à l'esprit». Donc imagine l'expérience du gars, et depuis, le mec, eh ben, il est totally open, mais dans le monde dans lequel il évolue, c'est compliqué. C'est C'est ça. compliqué. Mais c'est tout. Donc il y a que des gens et heureusement, on va dire, de plus en plus de gens dans le monde scientifique et dans les mondes intellectuels, disons, vivent des expériences comme ça, qui les ouvrent à tout ça. Et c'est ça qui fait évoluer les choses. Et Ouais. ça peut pas évoluer autrement, ça peut pas évoluer par la théorie. C'est pas parce qu'on va lire un bouquin qu'on va dire: «Ah oui, ça existe, les fantômes et tout ça». Non, il faut vivre un truc soi-même, ne Mmh. serait-ce qu'un rêve, Mmh. ne serait-ce Mmh. qu'un rêve Mmh. très Mmh. fort, Mmh. Mmh. ou une synchronicité, par Mmh. Mmh. exemple. Mmh. Mmh. Tu peux nous inviter effectivement à écrire nos rêves, par exemple? Peut-être des choses qui peuvent être intéressantes? Les Ou rêves, bien les sûr, ça reste une source ouais. extraordinaire d'enseignement, toujours. Mmh. 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 C'est ça. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à ce fameux médecin, on remarque après que dans l'histoire, sans vouloir coller forcément du coup à une religion, les gens aussi ont développé, des, pratiques qui sont issues, du religieux. Alors on a parlé de la prière, de la méditation, de la pleine conscience, toutes ces choses qui sont en fait issues quand on regarde à la source, quand même de pratiques, quand même un peu plus religieuses et qui aujourd'hui marchent bien, mais est-ce que ça suffit? Ça suffit. Pourquoi? Et ben, pour aller, pour vraiment, se développer et comprendre vraiment tout ce qu'on a à comprendre en nous-mêmes. Chacun fait son chemin à sa Ouais. propre vitesse, avec ses propres expériences, en fonction de son propre parcours, de son vécu, et peut-être de son plan d'incarnation, si on veut employer des Mmh. mots comme ça.
Mmh. son projet de vie, j'en sais rien. Donc, moi, je juge pas les parcours des uns des autres. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en donnant des informations, d'inciter Mmh. chacun à réfléchir et puis à faire effectivement preuve œuvre, on va dire, plutôt d'introspection. Et la méditation, c'est effectivement hyper intéressant. Et on constate que socialement, justement, ou sociologiquement, disons, aujourd'hui, on prend ça au sérieux. Mais il y a 10 ans, 15 ans, tu parlais de méditation autour de toi, dans le monde du travail, etc. Tout le monde te prenait pour un hippie ou je Tout à sais pas fait. quoi, ou un allumé qui revenait de Katmandou, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pris au sérieux. Ça a fait la une de tous les grands de tous les grands magazines féminins et pas seulement, les grands magazines d'information, seulement Tout à fait. depuis 10-15 ans, pas plus. 10-15 ans, c'est hier, quoi, je veux dire. Mmh, mmh, Avant mmh. ça, la méditation, c'était pas du tout pris au sérieux. Aujourd'hui, on sait que c'est pris au sérieux parce qu'on a des centaines d'études scientifiques qui C'est ça. montrent que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour et que ça agit sur le cerveau, justement, que ça Mmh. agit sur les connexions cérébrales, que ça développe certaines aires du Ouais, cerveau, le l'aire de l'attention. préfrontal gauche. Mmh. C'est archi démontré. Donc, il a fallu passer par là pour que les gens disent: ah oui, c'est sérieux. Mais avant, les mêmes personnes qui te disent aujourd'hui: ah oui, la méditation, c'est bien, il faut en faire en entreprise, il faut en faire à l'école, il faut en faire en prison. Les mêmes personnes, il y a 10 ans, 15 ans, ils te riaient au nez. Ils te riaient au Mmh. nez quand tu leur disais Mmh, ça. mmh, mmh, Donc, mmh. je veux dire, tu vois, il suffit de reprendre un peu les archives. Et puis, il y en a, tu peux leur mettre le nez, tu vois, dans le truc, quoi, et leur dire: mais Mmh. tu pensais pas ça avant. Il a fallu que la science te dise, que les études montrent. Donc ça, c'est hyper important forcément, parce que Mmh. c'est archi démontré, et y compris depuis des millénaires dans les autres traditions Mmh, mmh. dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais un truc aussi comme l'effet placebo, par exemple, Oui. ça a toujours été là dans le monde de la santé, Mmh. mais c'est évident que ta pensée, elle agit sur ta santé quand tu y penses, parce que justement, mon co-auteur, donc Antoine Sénan, qui est médecin neurologue, et il dit: moi, je Mmh. suis venu à l'effet placebo par son contraire, c'est-à-dire l'effet nocebo. C'est Et il ça. dit: c'est archi constaté en médecine que si Mmh. tu es mal dans ta tête, eh ben, tu vas être mal dans ta peau, tu vas te Mmh. rendre malade. Il y a des quantités de gens qui font des poussées d'eczéma ou de sclérose en plaques ou de je sais pas quoi, suite à un Mmh. trauma psychique, Mmh. un divorce, un deuil, Mmh. un moment difficile dans la vie professionnelle, une perte d'emploi, je ne sais quoi. Mmh. Ça se traduit par des manifestations somatiques, donc dans le Mmh. corps. D'accord? Ça, c'est complètement avéré. Mmh, Donc mmh, mmh. tout le monde sait ça. Donc si ça fonctionne dans ce sens-là, il est évident que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que un bon état d'esprit, des bonnes pensées positives, une vision lumineuse, disons, des choses, eh bien, ça te maintient en bonne santé. C'est Mmh. complètement logique. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de complexité Ah ouais, là-dedans. c'est vrai que tu reviens là-dessus sur l'aspect historique de ça et tu parles de la douleur, enfin, c'est Antoine, j'imagine, qui a aussi, développé là-dessus, où ça part de de ce médecin, pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'avait plus, en fait, Ouais, de morphine pour, ouais, toutes les personnes et qu'à un moment donné, il a été obligé de mettre, de l'eau salée, et il a vu qu'il y avait donc, des effets qui étaient, ouais, réalisés, autour de la douleur, où la douleur diminuait juste avec de ouais, l'eau ouais. salée. Mmh. L'effet Heu, placebo, c'est fascinant parce que mmh, c'est incompris aussi en quelque sorte aujourd'hui, en tout cas dans le modèle de la science, de la médecine conventionnelle. Mais c'est complètement présent parce que tous les médicaments qui sont mis sur le marché, ou quasiment, ils sont évalués par rapport à tout l'efficacité à fait, simplement du placebo, c'est-à-dire d'une tout à fait. pilule sucrée, effectivement, dans laquelle il n'y a rien du tout. Et donc, il y a des cas comme ça, effectivement, historiques, où des médecins ont pu soulager la douleur de patients en leur faisant croire qu'ils leur donnaient un médicament efficace contre la douleur, et simplement, Mmh ils mettaient en jeu des mécanismes d'auto-guérison, des mécanismes de lutte contre la douleur qu'on a en nous-mêmes, et mh. Mmh notamment mh. la production d'endorphines dans le cerveau, hein. La morphine, on en produit dans le cerveau. Donc, Mmh. les personnes, les blessés de guerre, etc., étaient Mmh capables, mh. effectivement, de surmonter leur douleur grâce Mmh. à ça, parce qu'ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus de quelque chose. On a consacré un chapitre entier à l'effet placebo, parce que ça reste C'est complètement vrai. fascinant aujourd'hui. Il Mmh. faut, il faut que le patient y croie, mais il faut que le médecin y croie aussi. C'est ça qui. C'est ça et ça, c'est Pourtant, je connais bien hyper le truc, mais ça m'a interpellé, tu vois, cette façon dont Antoine a insisté là-dessus. J'ai trouvé ça tout à fait pertinent, quoi.
je trouve ça hyper pertinent parce qu'en fait, ça rejoint aussi toutes les thérapies d'aujourd'hui. Donc je pense à l'hypnothérapie, par exemple, on est dans le pouvoir de la suggestion. Comment Bien on sûr. peut guérir de difficultés, de trauma ou autres, juste avec les mots, avec la suggestion, Ouais. parce que derrière, le cerveau fait le reste et travaille. Donc je pense vraiment que le pouvoir de notre autosuggestion est essentiel et en effet, les nouveaux accompagnants, les thérapeutes, mais les médecins, il en parle, hein, en effet, Antoine, de ces médecins qui devraient eh bien, s'attacher un petit peu plus à ce qu'ils disent. Il notait que lors d'une séance avec un patient, généralement, le patient, il n'a pas plus de 20 secondes pour Mmh. raconter vraiment ce qui le préoccupe, en fait. Mmh. Et que du coup, à partir de là, bah, il y a vraiment un côté hyper rustre dans le rapport en fait médical et qui empêche justement ce travail de persuasion. Alors, pour pouvoir permettre au patient de développer ce qu'il a développé à l'intérieur de lui pour guérir en fait. Il y a l'effet de la plus blanche, on en parlait aussi, tu en parles aussi dans le bouquin. Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais la médecine, occidentale, moderne, elle s'intéresse pas aux patients, elle s'intéresse aux maladies, en fait. Elle est là pour, Ouais, c'est vrai. traiter une maladie, donc elle a une approche hyper technique des choses et c'est bien dans certains cas, hein, si tu te casses le bras, ouais, bien sûr, mais si tu as une maladie, plus complexe, disons, Et et là, ben, ça fonctionne pas de la même façon et on voit bien que dans le regard, encore une fois, de la médecine chinoise, par exemple, le médecin, d'abord, le médecin, il est payé si tu guéris. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais dans la médecine traditionnelle, en tout cas, c'était ça. ouais, Et puis, il te considère pas uniquement comme quelqu'un qui vient avec une maladie, il te considère ouais, comme un patient avec une globalité et un état d'esprit et puis une vie, c'est et ça. puis il va essayer de comprendre ce qui va pas dans ta vie en termes d'équilibre global, au plan personnel, au plan professionnel, etc. Alors que nous, un médecin, il est censé tout de suite aller sur un diagnostic et essayer de traiter ta maladie et non pas toi en tant que Mmh, patient, en tant que malade, quoi. c'est ça. Et puis encore, on traite la matière, on traite même pas Ouais, ouais, l'esprit. ouais, en C'est ça. supposant que de toute façon, tout est un problème de matière, à la Voilà, base, effectivement. ouais, c'est ça. En tout cas, ouais, c'est vraiment passionnant. Je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage parce que moi, j'ai pas fini. J'ai encore pas mal de notes. J'ai envie de le re-relire, puis de le re-relire. J'ai déjà pas mal souligné, mais je pense que c'est vraiment, fera l'objet peut-être une autre, Vibra conférence ensemble parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses encore à évoquer et notamment, hein, les comment dire? Les cas d'auto-guérison, de guérison, spontanée, toutes ces choses. On en parlera, très certainement si tu le souhaites, si tu es OK Jocelyn sur un 2e temps. Si tu veux, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Il y a le cas des magnétiseurs aussi que j'aime beaucoup, les Oui, coupeurs de feu, par exemple, on peut en parler aussi, si tu mais veux. carrément, les barreurs de feu et tout à fait et si vous avez bien sûr, des questions, sachez que vous allez pouvoir avoir un espace, une rencontre exclusive, pardon, avec Jocelyn, qui aura lieu en début novembre. Je vais vous donner un lien pour vous inscrire et puis vous aurez donc, toutes les informations nécessaires pour vous procurer cette rencontre qui sera privée où vous pourrez poser toutes vos questions, qu'elles soient personnelles de manière globale et on pourra, y répondre, enfin Jocelyn pourra y répondre comme il pourra aussi et voilà. Je vais vous mettre un lien dans quelques instants, mais j'aimerais, on a encore un petit peu de temps, j'aimerais poser une question par rapport aux pratiques. Alors tu parlais d'étapes tournantes, tordeurs de feu, tout ça c'était, aujourd'hui on associe tout ça au Ouija, à tous ces trucs, toutes les choses qui sont pas forcément très, bien connotées, alors que, c'était vraiment utilisé à des fins, vraiment positives avant ou de spectacle après aussi. Hem, Aujourd'hui, quelles seraient les précautions pour les gens? Parce qu'on sait très très bien que ça marche, hein, ça c'est des choses, on sait que ça marche. Quelles seraient les précautions que tu pourrais donner à ces gens qui, voilà, expérimentent un peu de ci, de là, hem, pour éviter un peu de se Mmh. mmh, En fait, il y a le débat depuis toujours, depuis la nuit des temps, peut-être même, hein, entre, est-ce que, la capacité justement d'agir sur la matière, bon, c'est pour prendre juste ce cas-là, est-ce que ouais, c'est quelque chose qui vient de de nous-mêmes? C'est-à-dire qu'on a en nous un fluide, ouais. hein, aujourd'hui on parle d'un biochamp, mais bon, à l'époque, Mmh mh. très, très vite, on a parlé d'un fluide. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une capacité naturelle qu'on a en nous comme ça?
ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'esprits, effectivement, qui sont à l'extérieur, qui sont extérieurs à nous, des défunts, des anges gardiens, je ne sais quoi. Et en fait, pour moi, c'est pas incompatible, en fait. Il n'y a pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Ouais. Il y a en nous des capacités donc que j'appelle subtiles pour employer ce Ouais. mot-là, qui est un peu Ouais. passe-partout, mais voilà, qui sont naturels, qui font Mmh. partie de nous et qu'on peut mobiliser et que, par exemple, donc un magnétiseur va mettre en jeu. Mais le magnétiseur, la plupart des cas, dans la plupart des cas aussi, il va te dire qu'il fait une prière, par exemple. Tu as beaucoup de magnétiseurs qui disent, bah, en fait, j'ai la prière pour Mmh. couper le feu. Oui. Tu Oui, vois, oui, parce que tout c'est à ma fait. grand-mère ou c'est un voisin, d'ailleurs, qui me l'a passé. Donc, Mmh. donc, dans ces cas-là, il fait appel aussi à quelque chose qui est extérieur à lui. Donc, tu vois, il y a les deux, Mmh. il y a les deux aspects, en fait. Donc, il faut effectivement, dès l'instant où on s'ouvre à ces dimensions-là, à ces Ouais. dimensions invisibles, il Ouais. faut ne pas faire n'importe quoi. Tu évoquais le Ouija. Il y Ouais. a il y a une forme de danger parce que oui, s'il y a des esprits autour de nous qui Mmh. sont des esprits bienveillants, eh bien, il y en a peut-être d'autres aussi qui ne sont pas si C'est bienveillants que ça, ça c'est ça. et qui peuvent vouloir nous enquiquiner ou pire. Hein. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, Mmh. déjà, si on commence à s'ouvrir à tout ça, il faut accepter ce risque-là et du coup, oui, demander une forme de protection. OK. En tout cas, avoir une forme de foi. La foi, c'est pas la croyance, la foi, c'est la confiance, Mmh. étymologiquement. Hein. Donc, il faut avoir une forme de confiance dans le fait que on a des entités qui sont là pour nous protéger. Alors peut-être effectivement c'est ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ou un ange gardien, ou une autre entité, mais en tout cas, il faut faire appel à ce genre de protection-là. Mmh. Tu vois, si tu as une forme de peur, en tout cas de crainte, en tout cas, il faut avoir une forme de prudence par rapport à ça et Mmh. effectivement, si, tu fais appel à des forces positives, à des forces qu'on va appeler lumineuses. Mmh. Là, on est vraiment dans un registre spirituel, hein. C'est-à-dire Ah ouais? on admet qu'il y a cette réalité spirituelle autour de nous et bien effectivement, il faut attirer à soi une forme de protection qui vient de pensées positives. Si tu commences à dire: «Je vais utiliser ces choses-là pour faire le mal, pour avoir du pouvoir, sur les autres autour de moi, pour influencer les autres», là, tu commences à mettre en jeu des énergies qui sont négatives, qui sont potentiellement dangereuses et là, Mmh. on bascule dans ce qu'on appelle l'occultisme ou ce genre de truc. Donc après, il y a des grimoires, hein, pour ça, donc s'il y en a que ça amuse, allez-y, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis du côté de la lumière, donc voilà, effectivement, si je commence à m'ouvrir à la présence d'entités autour de moi, je fais appel à une forme de protection Mmh. euh, pour que tout se passe bien. Donc il faut avoir conscience que effectivement il y a les deux, il y a les deux choses qui sont possibles, quoi. Il peut y avoir des énergies ou des présences, des entités qui sont pas forcément toutes bien intentionnées. Ça Mmh peut mh. concerner des formes de vie aussi qui existent ailleurs, dans d'autres réalités. Hein, tu sais, ça va très Mmh. loin, ces réalités spirituelles, comme tu le sais aussi bien que moi. Ouais. Donc, on s'ouvre à tout ça, on est réceptif aux expériences qu'on vit, à ses ressentis. Mmh. Euh, Ça peut être des petites lumières qui apparaissent dans son champ de vision, c'est des choses qu'on vit aussi au moment de l'endormissement, au moment du réveil, entre deux états de conscience, ce qu'on vit dans les rêves, encore une fois, et ce qu'on vit dans les moments où on relâche un peu le mental, quoi, tout simplement. Donc Mmh. il faut avoir conscience de ça et comprendre que si on est dans la peur, eh bien, on Oui. attire Mmh des mh mh. choses comme ça qui renforcent la peur. Si on est dans quelque chose de positif, de bienveillant justement, si on veut le bien des autres, si on veut le bien de l'humanité, du vivant, de Mmh. la Mmh planète, mh eh mmh. bien, on attire des choses qui vont dans ce sens-là. Mmh Moi, je mh. crois que c'est des règles qui sont très, très simples, en fait. Tout à fait, tout à fait et avec ça, vous inviter à vous renseigner aussi avant de rentrer dans l'expérience, la lecture, là je vous ai partagé le livre là, de Jocelyn Morisson et d'Antoine Senan. C'est déjà un appui suffisant pour rentrer vraiment dans beaucoup, beaucoup d'expériences et puis après bien sûr lire, vous documenter, et puis rencontrer aussi, des gens, vous lire, regarder des vidéos parce qu'effectivement, c'est important. Tu disais tout à l'heure ça suffit pas d'aller juste rentrer dans l'expérience et puis, aller juste faire sa séance
d'acupuncture, c'est de rentrer vraiment dans toute la connaissance de la chose. On n'a jamais fini de connaître, hein, mais je pense que c'est important de vous documenter, ça c'est sûr. Je voulais aussi, on arrive là vers la fin de notre conférence. J'aurai d'autres questions, mais on les gardera pour un autre temps. J'aimerais juste terminer sur une partie qui n'est pas évoquée dans le livre, mais justement, je me suis sûre que vous y avez pensé. Pour les personnes en situation de handicap, tu sais, on se pose là souvent la question, est-ce qu'elles ont des capacités, des perceptions extrasensorielles plus développées, plus faciles, de guérison, de voyage astro, de télépathie? Est-ce que chez eux, c'est différent, plus, moins, comment? Est-ce que tu as une idée? Tu fais référence à des handicaps plutôt mentaux? Oui. Je sais que c'est le cas chez des personnes qui sont atteintes d'autisme, Ouais. qui souffrent, alors on dit aujourd'hui, qui souffrent de troubles du spectre autistique. Je sais qu'il y a des cas de perception extrasensorielle chez des personnes comme ça. Et j'ai Ok. rencontré des chercheurs qui ont montré ça. J'avais écrit aussi, j'ai écrit là-dessus dans quelques articles et D'accord. j'en parle dans un livre ou deux. Il y a des enfants autistes, donc je dis autistes pour aller vite, mais Bien sûr. aujourd'hui c'est plus le vocabulaire qu'on emploie, mais qui ont l'air d'être complètement absents du monde dans lequel on vit nous, donc qui n'ont pas l'air de comprendre ce qui se passe et qui pourtant sont capables de voyance. Par exemple, ils savent quand leur maman vient les chercher. Tu vois, s'ils sont gardés Mm. dans une institution, ils savent Ouais. que c'est maman qui vient aujourd'hui et pas papa. Il y a plein de cas comme ça Ouais. où des gens qu'on va qualifier de malades mentaux, en fait, ont effectivement des perceptions extrasensorielles qui sont inexpliquées. Ça s'est observé aussi beaucoup en psychanalyse Ok. et peut-être en psychologie, psychothérapie aussi, euh, D'accord. de gens qui ont l'air de souffrir en fait de carences, de handicap et qui finalement ont, du coup, puisqu'ils ont un mental qui est moins présent, moins actif, et Oui. ben, Mental. par défaut, révèlent des capacités qui sont là, en fait, latentes, qui sont sous-jacentes et qui sont Ouais. présentes à chacun de nous, mais qui chez la plupart d'entre nous, sont étouffées, en fait. Sont étouffées parce qu'on a ce mental qui fonctionne en permanence Oui, et qui nous permet d'avoir cette expérience tout à de la fait. matière, de l'espace et du temps. Donc la réponse est oui, chez des personnes en situation de handicap mental, il y a souvent des perceptions subtiles comme ça, perceptions extrasensorielles, et peut possiblement, j'ai pas d'exemple en tête, mais aussi des capacités à agir sur la matière et Wow. à déplacer les objets. Et d'ailleurs, on peut prendre l'exemple des phénomènes de poltergeist, ce qu'on appelle Oui. poltergeist. C'est des cas où il y a tout un tas de manifestations dans une maison, d'un seul coup, des objets volent, Ouais. des tableaux se décrochent des murs, etc. Et c'est souvent lié, c'est même peut-être toujours lié en fait à un adolescent en crise, quoi. Un adolescent Mm. qui est en crise totale et qui inconsciemment produit des effets comme ça autour de lui Mm. des effets donc qui sont des effets de psychokinèse, hein, Oui. clairement. Et dans tous les grands cas de poltergeist, on a fini par attribuer la responsabilité à un adolescent ou une adolescente en souffrance quelque part dans la maison, quoi. Donc il semblerait que ça soit corrélé effectivement. Oui. Merci de le préciser. Et bien évidemment, vous pouvez aussi nous faire vos partages de vos expériences. Dans le chat, là, on va bientôt terminer, mais on va vous inviter surtout à nous rejoindre dans la rencontre exclusive qui aura lieu le 6 novembre prochain et vous allez pouvoir nous poser vos questions à Jocelyn. Je suis en train de juste de copier-coller le lien pour pouvoir vous le mettre dans le chat et vous pouvez vous procurer le lien. Voilà. À tout moment que vous soyez là avec nous, là en direct, mais également en replay, hein, si vous êtes avec nous en replay, vous nous regardez, vous avez encore un petit temps et bien sûr la rencontre sera enregistrée, donc s'il y a des questions qui font vraiment écho à ce que vous vouliez aussi partager, ça vous aidera bien évidemment. Et je ne peux que vous conseiller, encore une fois, à vous procurer cet ouvrage. Nous, on va avoir un deuxième rendez-vous très prochain. Alors, je ne sais pas quand, parce que du coup, entre la rencontre exclusive et maintenant, il y a très peu de temps, mais on verra. Essayer de se recaler une deuxième Vibra-conférence avec Jocelyn et te remercier beaucoup pour ta présence, pour tes éclairages, pour ce livre avec Antoine Senan. C'est vraiment passionnant, mais vraiment, 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 vraiment merci. Et vraiment.
voilà, j'insiste un peu, mais c'est parce que je le voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. On vous souhaite une très, très bonne soirée et puis on vous dit à très bientôt. Restez attentifs parce qu'il y aura très certainement une prochaine Vibra conférence et auquel cas, rendez-vous à la rencontre exclusive en live et en replay aussi si vous le souhaitez. Bonne soirée à vous et merci encore Jocelyn. Merci, à bientôt Sana, au revoir. À bientôt.